il y a les pour, il y a les contre. Une chose est sûre, ce mouvement dans les raffineries de Total Energy a mis sur le devant de la scène la question des salaires en pleine inflation. Demet Korkmaz du service économie TV5 Monde est avec nous. Bonsoir Demet. Bonsoir. Quelle est l'ampleur de cette inflation en France au juste? L'inflation, elle est toujours assez élevée en France. En septembre, sur un an, elle est de 6,2%. La moyenne européenne est toujours à 10%. Mais alors, il faut quand même savoir que dans la zone euro, la France a le taux d'inflation le moins élevé, donc sur les 19 pays de la zone euro. Mais alors, ça peut grimper jusqu'à 24%, par exemple, pour l'Estonie, 12% pour l'Espagne, 11% pour l'Allemagne. Ça reste toujours très, très difficile. Il y a des disparités, vous le dites, dans la zone euro. Il y a des disparités au sein même d'un pays comme la France, puisque très loin de la métropole, il y a par exemple la Polynésie où l'inflation impacte encore plus, sans doute, le budget des ménages, particulièrement celui de ceux qui touchent une petite retraite. Mélodie Ouila, Moafa Sioné et Païta Saeva sont allés à la rencontre de personnes âgées qui perçoivent seulement le minimum vieillesse à la fin du mois. Reportage. Tehio et Johanna perçoivent le minimum vieillesse chaque mois, soit 140 000 francs. La seule rentrée d'argent dans ce foyer de 4 personnes. Alors pour s'en sortir, ils cherchent des solutions, mais cela reste très compliqué avec la flambée des prix partout en Polynésie. C'est trop cher la vie maintenant. Le gaz s'est augmenté, le courant s'est augmenté. Enfin, il faut payer l'eau, il faut payer les poubelles, il faut payer le courant, payer tout le tout. C'est trop cher, je n'arrive plus à économiser. À quelques kilomètres de là, Hélène Wilmot, 82 ans, habite avec sa nièce et son mari. Depuis le décès de son époux, Hélène reçoit une pension de réversion de 65 000 francs et 35 000 francs de minimum vieillesse. Les dépenses contraintes représentent plus de la moitié de son budget. Alors les courses, elle les fait une seule fois dans le mois, quand c'est possible. Ça va pas pour tout le monde, hein? Là, il y a là des gens, peut-être, je sais pas comment ils mangent. Mais moi, je bois le café, des fois, je mange. C'est tout. Pour aider ces foyers, les ménages vulnérables dans ce contexte difficile, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, dont la revalorisation du minimum vieillesse de 5 000 francs. L'électricité, oui. Voilà donc pour la Polynésie française. Avec nous, Louis Chauvel, bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Luxembourg, auteur notamment des livres Les classes moyennes à la dérive ou encore La spirale du déclassement. Alors au-delà de cette inflation qu'on vient de voir avec des effets concrets, vous mettez l'accent sur la lente paupérisation des classes moyennes. Qu'en est-il au juste ? En fait, il y a un très très long mouvement où à la fois l'inflation de différents biens et en même temps l'arrivée de tout un ensemble de nouveaux phénomènes, en particulier la stagnation au long terme des salaires, maintenant plus l'inflation sur les biens de consommation courante que sont l'énergie, l'alimentation et tout un ensemble d'autres choses. C'est un ensemble de nouveaux phénomènes qui pèsent bien évidemment sur les capacités de progression des classes moyennes. Le point important qu'on voit au long terme, c'est l'accumulation de tout un ensemble de tensions économiques qui avaient commencé avant l'inflation dont on parle aujourd'hui, qui avait commencé par l'inflation sur les biens immobiliers. C'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, les biens immobiliers ont vu leur prix multiplié par 3. C'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui étaient propriétaires depuis les années 1980-1990, mais c'était une très mauvaise nouvelle pour les nouvelles générations de classe moyenne qui doivent payer 3 fois plus cher ce que leurs parents avaient acheté 3 fois moins cher dans les années 90. Le phénomène supplémentaire qui est très typique de la modernité telle qu'on la connaît, ce sont les dépenses contraintes. C'est vrai en Polynésie, c'est aussi vrai en métropole. Une partie croissante du budget des gens sont des factures, des locations, des remboursements de prêts qu'il faut honorer, qu'il faut payer. Et en fait, le reste à vivre, c'est-à-dire la part du budget de consommation qui sert au bien-être, au développement de la culture, du savoir, mais aussi du loisir.
notamment la facture est sur... compressée. Eh oui, Et effectivement, sur Internet. autant pour les classes moyennes, partir 2 semaines en vacances en hiver au ski et 4 ou 5 semaines en été faisait partie de l'ordre des possibles dans les années 1980. Aujourd'hui, la situation est de plus en plus difficile et un très grand nombre de ménages voient se réduire ce reste à vivre. Et d'où le sentiment et la réalité du déclassement et la peur du déclassement. Pardonnez-moi, on va juste faire tourner la parole. Veuillez m'excuser, Louis Chauvel. Demet Korkmaz, avant de retrouver notre autre invité, Philippe Defait, qui nous attend en Belgique. Les salaires en France, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est un vrai problème? Non, on va juste donner encore une fois quelques repères pour nous situer aussi au niveau européen. Alors en France, le salaire médian, il est de 21 726 €. Le salaire médian, ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui gagnent plus que de personnes qui gagnent moins. Il faut aussi savoir qu'il n'y a que 9 pays européens qui sont au-dessus de la France. L'Allemagne, par exemple, c'est 23 460 et la Belgique, c'est 25 672 €. Donc on n'est pas si mal placé que ça. Ouais, alors il y a aussi une autre question justement en temps d'inflation, Demet, on le sait, c'est faut-il indexer et si oui, à quelle hauteur les salaires sur l'inflation? Philippe Defait, vous êtes économiste, spécialiste du pouvoir d'achat. Alors comment ça se passe en Belgique? On vient de voir que le salaire médian était plus élevé. Est-ce que les salaires sont automatiquement indexés à l'inflation en Belgique? Alors effectivement, les travailleurs belges ont depuis très longtemps la chance d'avoir une indexation automatique des salaires. Dans tous les pays... Ça veut dire que si l'inflation est de 6%, le salaire va prendre 6%. Effectivement. Et donc, par exemple, il y a des travailleurs cette année-ci en Belgique qui ont vu leur salaire augmenter de 10%, mais la caractéristique principale, c'est que c'est un système automatique, soit prévu par la loi, y compris d'ailleurs pour les allocations sociales et les pensions, soit par des conventions paritaires pour les travailleurs du secteur privé. Il n'y a donc pas besoin de faire une menace de grève ou de partir en grève, comme les travailleurs de Total Energy, pour obtenir une liaison entre l'augmentation des prix et l'augmentation des salaires. Ce système a l'avantage de préserver la cohésion sociale. Il a l'avantage aussi d'alimenter le pouvoir d'achat intérieur, c'est-à-dire que les ménages belges ont réussi à préserver mieux leur pouvoir d'achat que des ménages dans d'autres pays européens et en France notablement. Et donc tout ça a des vertus. Il y a cependant un prix à payer, c'est que la contrepartie de cette indexation automatique, c'est un certain contrôle des salaires au-delà de l'indexation. Et d'autre part, il y a toujours un risque de mettre en route une spirale salaire-prix-salaire. Alors c'est la raison précisément pour laquelle la France a mis un terme à cette indexation, puisque finalement ça fait que depuis 40 ans que la France a cessé d'indexer, c'était pour éviter d'alimenter cette spirale de l'inflation. Mais aujourd'hui, est-ce que le contexte n'est pas un peu différent? Aujourd'hui, on risque une récession. La plupart des pays européens en 2023 pensent que les économies vont entrer en récession. Il y a aussi, par exemple pour le cas de la France, une dette commerciale qui est colossale, 156 milliards d'euros. Est-ce que les entreprises, les PME particulièrement, vont être en mesure, par exemple, de payer davantage leurs salariés? Alors effectivement, c'est le problème. Cela dit, aujourd'hui, au vu de la structure de l'économie belge, le plus gros problème, c'est l'augmentation de la facture énergétique. Ce n'est pas l'augmentation des salaires. Par exemple, dans l'industrie sidérurgique, avant la crise, les salaires représentaient 12% des coûts d'exploitation. Vous augmentez même de 10%, c'est 12%, ça vous amène à un peu plus de 13%. Mais ce qui a gonflé de manière insupportable, c'est la facture énergétique. C'est la raison pour laquelle certains économistes en Belgique pensent qu'il faut non seulement encadrer les salaires, j'insiste bien, au-delà de l'indexation automatique, mais aussi, en quelque sorte, encadrer les prix énergétiques, parce que sinon, effectivement, il y a des entreprises qui sont viables à moyen terme, mais qui risquent de passer à la trappe au travers de cette crise énergétique. Une réaction peut-être, Louis Chauvel, puisque vous êtes économiste et que, puisque vous êtes sociologue, ouais, Louis Chauvel? Je suis un peu les deux, c'est ça l'enjeu. La difficulté, c'est bien évidemment pour les nouvelles générations qui aujourd'hui se présentent devant le monde du travail, c'est de se retrouver devant un monde de plus en plus cher et où en même temps, à cause de la place que prend l'énergie dans l'ensemble des budgets des entreprises, mais aussi des administrations publiques, la réduction du nombre d'embauches se repère déjà. Et effectivement, vous parliez de récession, c'est un vrai risque devant nous. Vous parliez aussi d'une inflation plus faible en
France, notamment grâce à la ristourne de 30 centimes, de ristourne Macron, si vous voulez, dès lors qu'elle est retirée, ou avec le temps, bien évidemment, ces effets se réduiront, beaucoup de salariés se retrouvent face, et de futurs salariés parmi les jeunes, se trouvent face à une situation où, à l'évidence, l'abondance a l'air d'être finie. Effectivement, c'est en termes d'interprétation, le président Macron a certainement raison à court terme, mais la difficulté, c'est qui va payer pour ça, et les jeunes salariés peuvent craindre effectivement de voir s'accroître le chômage à court terme, simplement parce que ces budgets énergie pèsent énormément dans tout un ensemble de secteurs d'activité, et comme on dit, accrochez-vous, ça va tanguer. Monsieur Chauvel, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent encore rêver à une ascension sociale? Est-ce que l'ascenseur social n'est pas bloqué aujourd'hui? Il y a un vrai problème d'ascenseur social, en particulier pour les jeunes qui n'ont pas recours à l'expatriation. C'est-à-dire que passer d'un pays A à un pays B un peu plus riche est effectivement une solution pour connaître une ascension économique certaine. Mais effectivement, pour les personnes qui restent dans leur région, qui restent dans leur pays et qui restent dans le secteur de leurs parents, le risque est très fort de connaître un niveau de vie très inférieur et une surface, un nombre de mètres carrés à l'achat du logement 2 fois moindre potentiellement que celle qu'avaient connu leurs parents 30 ans plus tôt, simplement parce que c'est cette taille de budget qui stagne ou se réduit dans un monde où les prix s'accroissent très rapidement. On l'a vu avec le logement depuis 30 ans et on le voit maintenant avec l'ensemble des aspects de la vie et de la consommation de tous les jours, dit, voilà, notamment de la connectivité, l'alimentation et l'explosion qui est en train de venir. Il nous reste une petite minute à peine. Juste pour vous, Philippe Defette, il y a le mouvement des Gilets jaunes qu'on a connu en France. Est-ce que vous diriez que ce mouvement-là, que la France vit aujourd'hui, peut durer? Alors je crains fort que oui, et c'est toujours cette différence qui existe entre la Belgique et la France et d'autres pays européens, c'est le caractère automatique. On ne doit pas se mettre en route, on ne doit pas se mettre en grève pour obtenir une péréquation des salaires en fonction de l'évolution des prix. Juste un petit mot, si vous permettez, pour terminer. Le dilemme des gouvernements européens est aujourd'hui terrible. Baisser les prix de manière artificielle, c'est bon pour le social à court terme, mais ça a des implications énormes sur la dette publique plus tard, et ça compromet la transition écologique, la transition climatique. Merci. On ne va pas construire une transition climatique avec des prix artificiellement abaissé. C'est le quoi qu'il en coûte, notamment d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Philippe Defette. Merci à vous d'avoir été avec nous. Louis Chauvel également en plateau. Demet Korkmaz, merci. Demet.